Donc, bonjour. Alors, qui c'est qui est arrivé là? Ça Nîmes. rentre, ça rentre. Ça rentre, ça rentre. La vallée de la Dordogne. Bon, je ne vais pas citer tout le monde, vous m'excuserez, je ne veux pas vous oublier, mais je sais que vous êtes vraiment tous présents et je vous remercie encore une fois de votre présence. Donc, écoutez, merci d'être là, d'être à nos côtés sur ce dernier webcall de l'année. Donc, voilà, donc en 2021, nous avons fait 10 webcalls, donc avec une fréquentation vraiment maximale par rapport à ces rendez-vous. Nous continuerons sur 2022 avec un programme et des actions et des thématiques toujours en lien avec le référentiel, avec des intervenants différents. Alors, pas que je n'aime pas Olivia et Audrey du cabinet Authentice, certainement pas, mais bon, pour varier justement les approches par rapport au référentiel, pour varier les points de vue, les visions. Et donc, nous continuerons sur ce format-là, donc dès janvier, avec donc un rendez-vous tous les mois, le troisième mardi de chaque mois, sur un horaire peut-être qui sera 9h, 10h, parce que le 9h30, il y en a beaucoup qui trouvaient que c'était un peu trop tard, et de commencer un peu plus tôt avant l'ouverture de l'OT, ça correspondait davantage aux attentes. Mais tout ça, bien évidemment, je vous le confirmerai très prochainement. Alors, donc aujourd'hui, la boutique dans le référentiel qualité tourisme. Alors, vous savez qu'en Occitanie, la notion de boutique est très importante. Nous avons fait plusieurs éductours autour de la boutique. Nous sommes allés sur plusieurs départements. Nous sommes allés dans le Tarn, à l'Office de tourisme d'Albi. Nous sommes allés dans les PO, à Saint-Cyprien. Nous sommes allés, où est-ce que nous sommes allés encore? Enfin, on a fait nous sommes allés à Nailloux, dans la Haute-Garonne. Donc, 3 éductours autour de la boutique avec des modèles et des fonctionnements très différents. Et nous, au niveau de l'Occitanie, ce sur quoi nous travaillons plus particulièrement, c'est sur le côté durable et mise en place d'une charte appliquée pour les produits et d'avoir donc une vision plus durable. Donc, avec ma collègue Sophie Pirquin, nous avons donc travaillé sur une charte durable. Et donc, bien évidemment, si vous la souhaitez, elle est à votre disposition. Elle sera prochainement sur le site du CRT. Et donc là, aujourd'hui, donc avec Olivia, qui est une collègue d'Audrey, nous allons voir la boutique dans le référentiel qualité tourisme. Donc, bienvenue pour ce 10e webcall et je laisse donc la parole à Olivia. Merci beaucoup. Mais écoutez, déjà, bienvenue à tous. J'ai vu défiler quelques participants que je connais peut-être plus à distance pour avoir un peu travaillé déjà avec vous au niveau de qualité tourisme. Donc, bienvenue à tous. Donc, effectivement, nous allons parler aujourd'hui de la boutique. Alors, au niveau de la boutique, vraiment lié, comme vous l'a dit Véronique, à qualité tourisme, il faut vraiment prendre conscience que l'achat dans une boutique, ça constitue souvent ce petit bout de vacances en fait qu'on va ramener chez soi, l'occasion aussi de faire par exemple un cadeau à un proche, voilà, à la famille, à des amis. Donc la boutique, ça prolonge, ça enrichit vraiment l'expérience des visiteurs. Souvent, l'achat en boutique, ça renvoie également une image positive, mais aussi positive pour soi-même. C'est important aussi de prendre soin de soi, surtout en ce moment. Donc, ça va être par exemple l'achat culturel avec un livre. On va se dire qu'on favorise aussi l'économie locale quand vous avez comme ça des rayons avec des producteurs locaux, des petits artisans. Et puis, ça renvoie aussi une image de produits sains. Donc, vraiment, ces achats en boutique sont extrêmement valorisants, tant pour vous et votre territoire que pour effectivement votre visiteur. Ce qui va être vraiment donc important, c'est de proposer une parfaite adéquation entre les produits que vous allez effectivement proposer, mais aussi l'esprit des lieux. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver une concordance dans les produits entre ce que vous proposez et l'image effectivement que vous souhaitez véhiculer, que véhicule également votre territoire. Vous avez, j'en ai aucun doute, beaucoup de richesses, beaucoup de savoir-faire de locaux. Donc, je sais que vous avez un large choix, effectivement, au niveau des produits. Il ne faut pas aussi oublier que la boutique, ça peut être un lieu d'achat pour les habitants. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement prendre en compte, bien évidemment,
tous nos visiteurs et nos touristes, qu'on aime beaucoup par ailleurs, hein, mais aussi bien évidemment les habitants, voilà, pour certains produits, pour faire des petits cadeaux, des choses comme ça. Et puis, bon, on sait qu'ils aiment bien aussi venir de temps en temps faire un coucou à l'office. Donc, ça permettra là aussi hein, de valoriser un petit peu cette relation. Au niveau de la boutique également, donc, ce qui peut être intéressant à réfléchir, ce sont des produits griffés, par exemple, avec une marque locale. Ça peut aussi constituer, même pour le secteur, par exemple, d'affaires, un petit cadeau, effectivement, de fin d'année ou autre, qui va vraiment représenter l'identité locale de votre territoire. Donc, notre objectif aujourd'hui sur ce web séminaire, c'est de bien prendre connaissance des critères qualité tourisme liés à la boutique, pour y répondre le plus précisément possible et bien évidemment, je l'espère, valider le jour de l'audit l'ensemble des critères. Alors, dans ce chapitre, en fait, il faut bien comprendre que ces critères s'appliquent sur le BIT principal, mais aussi sur tous les autres BIT secondaires amenés à être également audités. Comment est-ce qu'on va juger effectivement si la boutique doit être auditée ou pas? Tout simplement, on va compter le nombre de références. Si vous avez moins de 20 références, hors carte postale, moins de références, il n'y a pas nécessité à auditer la boutique. Au-delà de 20 références, effectivement, vous rentrez obligatoirement dans les critères d'audit. Vous vous souvenez peut-être d'ailleurs pour certains qu'auparavant, sur l'ancien référentiel, on prenait en compte le chiffre d'affaires réalisé. C'est une question qu'on nous pose assez régulièrement. Ce n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dites-vous que votre référence, c'est avoir à minima 20 références d'articles différents hors carte postale. Donc si vous avez 30 cartes postales, ça ne rentrera pas effectivement au niveau de la boutique. Alors, une boutique, déjà, pourquoi hein? Il faut quand même se poser les questions. Tout simplement, une boutique, c'est à la fois un outil qui va valoriser effectivement les produits du terroir. C'est un moyen, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de prolonger, d'intensifier l'expérience du touriste. Hein. Vous savez qu'on parle aujourd'hui beaucoup de l'expérience client, donc la boutique en fait pleinement partie. Et la boutique sert à valoriser l'économie locale, mais aussi, et il ne faut pas se le cacher, améliorer aussi les ressources propres à l'office. Attention toutefois, hein, pour que la boutique soit un succès, elle doit vraiment traduire l'esprit des lieux. C'est-à-dire qu'elle doit prendre en compte aussi les impératifs techniques et économiques de l'exploitation. Il ne faut pas toujours vouloir en faire trop, mais il faut vouloir bien faire. Ça sera déjà largement suffisant. En fonction des locaux que vous avez, le but, ce n'est pas d'ouvrir un carrefour. On est d'accord. Une boutique mal conçue, qui va être mal dimensionnée, ça peut aussi gréver, au contraire, hein, les finances de la structure, alourdir le fonctionnement, voire même parfois vous mettre en difficulté par rapport à vos objectifs principaux qui sont l'accueil du visiteur. Hein. Donc, attention, il y a une vraie réflexion. Parfois, il faut savoir dire non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on n'a plus la place, quand on n'a plus les possibilités, il va falloir faire un choix dans les produits effectivement qu'on va proposer. Il ne faut pas aussi oublier que la boutique, elle représente bien évidemment l'office de tourisme, mais elle va aussi représenter la ville dans son ensemble, la mairie, les producteurs locaux, les artisans, au sens plus large, le territoire. Donc, il faut vraiment pouvoir donner effectivement une image qui va être positive. Donc, bien évidemment, volonté de tisser une relation étroite avec les professionnels du territoire, mettre en avant leur savoir-faire au niveau des acteurs du tourisme, prolonger, comme on a dit, l'expérience du visiteur, améliorer les ressources de l'office et augmenter l'attractivité de l'office. Alors, nous avons effectivement 16 critères au niveau du référentiel qui vont concerner uniquement la boutique. Ces 16 critères, il faut savoir qu'on en a 12 qui vont être audités en clients mystères. Et il y en a 4 autres qui ne sont pas évalués lors de la visite mystère, mais qui vont être évalués uniquement lors de l'audit complet. Bien évidemment, nous en parlerons également à la fin. Ces 16 critères sont répartis en 4 familles. Ça veut bien dire effectivement qu'ils ont de l'importance hein, dans tous les chapitres du référentiel. Nous avons un critère
qui parle de développement durable, 2 critères sur l'information et la communication, 4 critères sur le savoir-être et le savoir-faire, hein, donc directement effectivement par rapport aux personnes, 5 critères sur la qualité de la prestation et comme je vous l'ai dit, 4 critères toujours sur la qualité de la prestation, mais cette fois-ci qui seront évalués lors de l'audit complet. Donc on va bien évidemment voir ces fameux critères un peu plus en détail. Alors le premier critère qui est celui au niveau du développement durable, il nous dit tout simplement l'origine des produits provenant de producteurs locaux est indiquée. C'est un coefficient 3 qui est rattrapable et l'objectif, bien évidemment, c'est de mettre en avant les producteurs locaux représentés dans la boutique de l'office. Donc, comme nous l'avons vu, la boutique, c'est vraiment un moteur de l'économie locale. Une boutique va être une débouchée finalement supplémentaire pour un tissu d'artisans et de producteurs. Vous allez finalement devenir un petit peu leur vitrine, la vitrine des savoir-faire effectivement de la région. Elle va permettre une exploitation durable aussi hein, des richesses locales, c'est important. Et elle va peut-être même, vous allez voir, hein, si vous la développez suffisamment, susciter des nouvelles créations, des nouvelles propositions de la part des entreprises locales. Parfois aussi, je ne sais pas si c'est votre cas, mais il est parfois difficile aussi de trouver des endroits où l'on va pouvoir acheter ces fameux produits locaux. Il va falloir, par exemple, indépendamment aller chez chaque producteur pour trouver un petit peu ce qui se fait à gauche, à droite. Et effectivement, ce n'est pas toujours l'envie du visiteur. Il vient parfois pour d'autres choses. Hein. Il va préférer aller skier, il va préférer aller à la plage, mais pas forcément aller d'un producteur à l'autre pour faire son marché. Donc, l'objectif, c'est aussi de lui faciliter l'accès à ces produits. Mais attention, le but, ce n'est pas non plus de disposer de tous les produits de façon exhaustive, mais c'est bien de faire connaître les producteurs et de donner finalement envie aux visiteurs d'aller découvrir encore plus de produits et donc d'aller peut-être effectivement directement sur les marchés ou directement chez les producteurs pour pourquoi pas, voire même aller visiter hein, les zones de production. Deuxième critère, on attaque la qualité cette fois-ci de la prestation avec l'aménagement de la boutique. L'aménagement de la boutique doit être attractif et la boutique est bien approvisionnée. Nous sommes toujours sur un coefficient 3. Cette fois-ci, c'est un critère non rattrapable. Alors, vous vous souvenez, un critère rattrapable, non rattrapable, c'est tout simplement que quand on va venir faire l'audit sur site, il y a des critères effectivement sur lesquels vous allez pouvoir apporter des améliorations, nous apporter les preuves et à ce moment-là, nous pourrons vous rajouter les points. Sur les critères non rattrapables, malheureusement, nous ne pourrons pas effectivement venir amender dans le sens de l'amélioration qui aura été mise en place. En revanche, il est toujours effectivement intéressant de voir, ne serait-ce qu'à moyen ou à long terme, ce qui va être possible d'apporter comme amélioration et de toute manière, ça vous servira hein, pour l'audit de renouvellement. Donc, l'objectif sur ce critère, c'est le soin apporté à la présentation des produits, mais aussi à la circulation hein, au niveau de l'aménagement de la boutique. Et c'est le seul critère qui va être noté de la manière suivante. Donc, on a 4 choix. Très satisfaisant, on n'a absolument rien à dire. Satisfaisant avec des améliorations mineures. Insatisfaisant, ça veut dire qu'à un moment donné, dans la boutique, on s'est un peu perdu, hein, on ne s'y est pas retrouvé. Et très insatisfaisant, c'est très certainement une boutique qui ne donne pas forcément l'envie justement de découvrir et d'acheter. C'est le seul critère qui est comme ça, car tous les autres critères dont on parle sont notés en oui ou non. Donc, on n'a même pas de juste milieu. Hein. En gros, le critère est complété ou il ne l'est pas. Au niveau de l'aménagement de la boutique, alors si on reste sur des observations entre guillemets assez bateaux, hein, on va vérifier par exemple la quantité sur les étagères. Est-ce que j'ai suffisamment de produits? Est-ce que le libre service est possible? Alors attention, bien évidemment, là je vous parle dans un contexte sanitaire qui serait normal. On sait bien évidemment qu'avec le contexte actuel, des aménagements ont été obligatoires. Donc, peut-être que vous avez effectivement diminué un petit peu les quantités sur les étagères. Peut-être que vous interdisez aux clients également d'aller se servir et que c'est vous, conseiller en séjour, qui allez chercher les produits pour lui. Hein. Mais là, on va se remettre dans un contexte où tout va bien, dans le meilleur des mondes. Donc, l'espace boutique,
qu'il soit intégré à l'accueil ou qu'il soit dans un autre espace, qu'il ait réellement sa pièce à lui, il va être audité. Alors, on a quelques points fondamentaux comme ça auxquels il faut penser dans l'aménagement de la boutique. Par exemple, mettre en scène la devanture. Si vous avez effectivement la chance d'avoir des vitrines qui vous permettent d'exposer des produits qui vont être visibles de l'extérieur par la clientèle, il est très important de soigner cette devanture, de donner envie. Dans cette devanture, en général, on va mettre essentiellement des produits à succès, ceux que vous savez qui se vendent de manière toute l'année, en fait, qui fonctionnent tout le temps. Vous allez aussi mettre, par exemple, en scène des produits qui sont extrêmement à la mode, comme en ce moment les tote bags. Si on n'a pas un tote bag marqué, limite, on est un peu has-been. Voilà, ce tote bag, il sera mis également en scène dans la devanture. On va aussi réfléchir au positionnement de la boutique par rapport au bureau d'accueil, à l'espace d'information. En fait, ce qu'il faut vous dire au niveau de la boutique, c'est que, en tout cas pour l'instant, mais c'est quelque chose qui peut se développer, pour le client, c'est un petit peu secondaire. C'est-à-dire que quand il vient à l'office, il cherche quoi finalement, ce client? Ce qu'il cherche, en premier lieu, c'est vous. Il vous cherche vous pour avoir des informations précises, par exemple, sur ce qu'il va pouvoir faire pendant sa semaine de vacances. Il va rechercher de la documentation. Donc, la première chose qu'il va chercher dans l'office, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le cheminement entre effectivement l'entrée de l'office et votre espace d'accueil, vous pouvez déjà mettre en avant effectivement un certain nombre de produits et voire même essayer de créer un cheminement qui va l'obliger à faire un petit détour par la boutique. Vous savez, un petit peu, je vais prendre l'exemple bateau d'IKEA, qui vous oblige effectivement à suivre un cheminement et vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de passer devant absolument tous les articles, tous les produits possibles et imaginables. Par rapport à l'agencement de votre boutique, il faudrait réussir effectivement à faire la même chose. C'est-à-dire, pourquoi pas, à mettre par endroits des petits obstacles. Alors, obstacles, bien évidemment, qui servent à quelque chose, des présentoirs, des choses comme ça, qui vont l'obliger finalement à visualiser déjà une partie de la boutique et lui donner envie ensuite de découvrir le reste. Vous allez aussi fixer ce qu'on appelle dans l'aménagement de la boutique les 3 points d'appel principaux. Les 3 points d'appel principaux, ce sont les produits les plus vendus que vous allez également mettre en valeur. Ça nécessite bien évidemment de connaître ces produits, de connaître aussi l'attente des visiteurs, c'est important, pour vraiment vous réussir à positionner ces fameux produits les plus vendus, les fameuses têtes de gondole. Vous allez aussi essayer de dégager un petit peu les allées, d'organiser les flux, comme je vous l'ai dit, structurer la signalétique, le parcours. Pour ça, c'est très simple. Observez vos clients. Regardez un petit peu comment ils circulent au sein de votre office. En général, vous verrez qu'un client, vous savez qu'on écrit de gauche à droite, et la plupart du temps, on va dire en tout cas dans 90% des cas, quand un client se retrouve par exemple face à un obstacle, il va tourner à gauche. Vous verrez que c'est un cheminement assez naturel qui correspond vraiment à une grande majorité des clients. Donc, c'est une bonne astuce pour réussir à positionner vos produits en vous disant, voilà, si je mets un obstacle, il va tourner à gauche, je vais pouvoir exposer là des produits, il va recommencer à tourner et à la fin seulement, il va tomber sur vous parce que c'est surtout vous qui cherchez. Donc, de toute manière, il viendra jusqu'à vous. Pensez aussi à tout ce qui va être au niveau de l'aménagement, les zones chaudes et les zones froides. Alors, qu'est-ce que les zones chaudes, ce sont effectivement les zones qui vont avoir beaucoup de succès, c'est-à-dire celles où le client va s'attarder. Et les zones froides, au contraire, c'est celles où le client va passer de manière assez rapide. Alors, quelles sont ces zones chaudes auxquelles vous devez être vigilant dans l'aménagement de la boutique? Tout simplement, comme je vous l'ai dit déjà en introduction, c'est entre l'entrée et vous. Ça, c'est une première zone chaude qui va être effectivement fortement fréquentée par le visiteur. Si vous avez par exemple des grands murs dans l'office, la zone chaude sur un très grand mur comme ça, ça va être tout simplement le milieu d'un mur. Imaginez-vous par exemple dans un centre commercial au rayon pâtes que vous découvrez pour la première fois. Comment vous allez faire pour découvrir finalement ce rayon? Vous allez vous mettre au milieu et observer un petit peu ce qui se passe à gauche, à droite. Donc vraiment, votre zone de visualisation principale, c'est vraiment le milieu du mur. Donc ça, c'est très intéressant quand vous avez effectivement un grand linéaire. Vous allez
essayer de diminuer aussi donc, les fameuses zones froides. Et quelles sont ces zones froides? Par exemple, ce sont les angles saillants, comme par exemple le coin d'une table. Pour éviter de se buter à la table, on va effectivement tourner, mais dans notre inconscient, finalement, on ne regarde plus les objets, on ne fait plus attention à ce qu'il y a dans l'environnement, on va juste faire attention à ne pas se faire mal. Donc, dans ces zones froides, on va mettre en général, et c'est souvent l'inverse de ce que l'on pense, dans ces zones froides, on va mettre des produits qui se vendent extrêmement bien, c'est-à-dire des produits que de toute manière, le visiteur vient chercher. Admettons, on va prendre l'exemple des fêtes de Noël. Ce sont les fêtes de Noël. Vous avez sorti la boule de Noël incontournable pour mettre sur le sapin au nom de votre commune, de votre office. C'est un produit que le client viendra chercher. On a même des collectionneurs qui font ça, un petit peu comme les pièces, vous savez, de monnaie. Voilà, c'est vraiment des objets qu'on vient chercher particulièrement. Si vous les mettez dans les zones froides, de toute manière, c'est quelque chose qui se vendra. Pourquoi? Tout simplement parce que le client le cherche et au pire des cas, il vous le demandera. Où est-ce que vous avez mis les boules de Noël cette année? Et au pire des cas, c'est là de toute manière qu'il mettra la main dessus. Donc, même sur une zone froide, mettez plutôt des produits qui se vendent déjà très bien, qui ont du succès. Sur les zones chaudes, vous allez plutôt mettre les nouveautés. Vous allez mettre les produits à toucher. Vous savez que le fait de faire travailler les 5 sens dans la vente, c'est extrêmement important. Donc, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut sentir, comme par exemple, c'est la grande mode des bougies. Donc, les senteurs, ces choses comme ça. Donc, tout ce qu'on peut sentir, tout ce qu'on peut toucher, il va falloir le mettre effectivement dans les zones chaudes, c'est-à-dire aussi facilement accessible. Toujours dans cet aménagement, vous allez penser aux enfants et aux personnes aussi en fauteuil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien prévoir d'avoir des produits qui vont être accessibles aux plus jeunes et effectivement aux personnes à mobilité réduite. Donc, bien évidemment, dans ces cas-là, les mettre le plus bas possible, à portée de main et surtout à portée des yeux. Pensez également à faire quelques zonings. Les zonings, c'est tout simplement, alors je vais vous montrer d'ailleurs la diapositive suivante, c'est d'essayer comme ça de faire quelques zones très précises où on est sûr en fait de réussir à trouver les objets. Quand on voit par exemple cette photo, on voit bien la documentation qui est mise sur le côté et c'est très intéressant parce que vous voyez, ils ont vraiment pensé justement à exploiter aussi le côté du support. Et souvent, on a tendance à simplement remplir les cases et à oublier un petit peu les côtés. Donc là, c'est plutôt fait de manière très intelligente. Donc, on a effectivement toutes ces cartes. On a sur ce même présentoir toutes les décorations finalement pour la maison, des bougies, des coussins, des choses comme ça. Derrière, sur le présentoir derrière, vous avez tout ce qui va être plutôt bibliothèque. Au fond, vous avez effectivement plutôt les vêtements. On revient sur le côté parce que c'est effectivement une spécialité de la commune, des artisans locaux. On revient effectivement sur des produits plus pour la maison, avec des pôles, par exemple, très spécialisés sur la cuisine. Voilà. Donc, vous voyez qu'en mettant ces zones, ça permet finalement de donner des points de repère à des visiteurs qui viennent pour la première fois et qui souvent ne vont pas venir non plus tous les jours. C'est-à-dire qu'ils vont venir une fois, 2 fois, peut-être 3. Voilà. Donc, le fait de zoner comme ça un petit peu votre boutique va leur faciliter finalement la circulation et leur donner ce qu'on appelle des points de repère. Pour les enfants, pensez aussi, alors là, on ne le voit pas particulièrement sur cette photo, mais pensez aussi, par exemple, pour les enfants, à apporter beaucoup de couleurs. Ça aussi, c'est important. Ça va vraiment attirer leur œil. On a autre chose qui est extrêmement important dans l'aménagement au niveau des boutiques, c'est ce qu'on appelle l'aménagement sous forme de pyramide. En fait, la pyramide va effectivement être quelque chose de très vendeur, c'est quelque chose qui attire l'œil et qui fonctionne très très bien. En général, toujours pareil, en bas, on va mettre des produits qui se vendent bien où les gens ne vont pas avoir peur de se baisser pour aller les chercher. Au milieu, les fameux objets à succès, ce qu'on va vendre beaucoup, les objets à la mode. Et en haut, en général, on va mettre les objets un peu plus difficilement accessibles, mais peut-être aussi qui se vendent un petit peu moins bien, ou vraiment où vous avez décidé que ces objets-là sont tellement fragiles qu'il faut vous demander pour pouvoir effectivement les descendre. Donc, cette pyramide, elle est extrêmement importante. Donc là, on a vraiment des meubles qui sont conçus pour.
Mais pensez-y aussi dans l'aménagement, vous, de vos boutiques, c'est-à-dire quand vous avez une simple planche, voilà, vous avez plusieurs, on va reprendre par exemple l'exemple des bougies, vous avez plusieurs bougies. Ben, les bougies, au lieu de les aligner côte à côte, vous allez plutôt les positionner en forme de pyramide. C'est beaucoup plus vendeur, ça attire beaucoup plus l'œil. Et puis, comme on dit, dans une boutique, on n'est pas là pour vendre du mur. C'est-à-dire que tous les espaces vides sont effectivement des espaces perdus. Donc, le fait de fonctionner comme ça, un petit peu sous forme de pyramide, va permettre d'occuper aussi les murs et moins on voit de murs, plus effectivement on met en avant les produits. Pensez toujours, en tout cas par rapport aux boutiques que vous avez actuellement, quand vous les réaménagez, le but, ça n'est pas forcément de faire le tri dans les produits, mais c'est de réussir à les mettre en valeur au bon endroit. Nous avons ensuite la gamme de produits est diversifiée. Nous sommes toujours dans la qualité de la prestation. Nous sommes cette fois-ci sur un coefficient 1, un petit peu moins important, mais toujours agréable quand on l'obtient. C'est un non rattrapable. Et bien évidemment, l'objectif est assez simple, hein, c'est de proposer aux visiteurs un choix qui va être large et varié. Par exemple, la librairie. Essayez d'avoir tous les livres, en tout cas sur la commune, et une sélection régionale. Les cartes postales de la ville, mais aussi de la région. Les gadgets, les incontournables, hein, ceux qui vont faire plaisir ne serait-ce qu'à un enfant, les petits cadeaux faciles à offrir qui ne sont pas trop chers, les porte-clés, les autocollants, j'en passe et des meilleurs. Hein. Les produits enfants, bien évidemment. Les plans, les fameux topo guides dont on parlait. Les produits locaux, ça c'est quasiment, je dirais, essentiel aujourd'hui dans l'expérience client. Sachez malgré tout, je vous rassure, que sur ce critère, il est possible de le cocher en non mesuré. C'est-à-dire que non mesuré, ça signifie tout simplement qu'on va, entre guillemets, annuler le critère. Hein. Ça ne va pas vous coûter de points, ça ne vous en apporte pas, mais ça ne vous enlève pas non plus. Quand est-ce qu'on va avoir le droit de cocher du non mesuré? On va pouvoir le cocher en non mesuré quand c'est une volonté de la part de l'office de proposer une gamme restreinte de produits et de se contenter d'une vente, par exemple, de brochures ou de topo guides. À partir du moment où cela fait partie de la stratégie de l'office, ce critère peut être évalué en non mesuré. Pensez aussi un petit peu à l'identité locale. Mettez en avant dans la gamme de ces produits une forte identité locale. C'est quelque chose qui plaît beaucoup aujourd'hui, que les gens recherchent énormément. Par exemple, des ventes d'objets qui vont être utiles à des pratiques, à des activités locales. Par exemple, s'il y a beaucoup de randonnées, si vous êtes très connu dans votre secteur pour la randonnée, eh bien, d'avoir des produits liés à la randonnée, ça va être extrêmement important. Des ventes d'objets artisanaux qui sont vraiment fabriqués sur le territoire. Les produits alimentaires, on y revient également. Hein. Si en plus tout est fabriqué dans la région, dans l'idéal, voire maximum en France, effectivement, là, on touche vraiment un cœur de cible qui ne cesse effectivement aujourd'hui de se développer. Hein, donc, c'est vraiment important. Les fameux produits dérivés, logotés, comme la papeterie, c'est bien de repartir toujours avec un petit souvenir comme ça qui porte effectivement le nom de la commune. Les carnets qui reviennent vraiment en force hein, aujourd'hui. Les stylos, bien évidemment, traditionnels, mais qui fonctionnent parfaitement. Donc, n'oubliez pas, si vous vendez des carnets, mettez les stylos à côté, les fameuses ventes effectivement complémentaires. Ça va être aussi les monnaies de Paris. Hein. On a vraiment des collectionneurs pour ce genre d'objets qui sont encore aujourd'hui des incontournables. Donc, beaucoup de choses, beaucoup d'idées au niveau de la gamme de produits. Laissez aller votre imagination, mais soyez prudent quand même sur une chose, c'est que la boutique, elle n'est pas faite pour vous faire plaisir. C'est ça qui est difficile. On a tendance parfois à acheter des objets qui nous plaisent, qui nous font envie, qu'on trouve original. Mais avant tout, pensez à une chose. Est-ce qu'effectivement, c'est ce que recherche mon visiteur ou pourquoi pas, hein, comme on avait dit, mes locaux. Hein. C'est bien d'essayer de faire original, mais encore faut-il effectivement que cela corresponde à une demande. Donc, soyez quand même prudents aussi sur cet effet. Parfois, on a des effets de mode comme ça où on va se jeter sur des produits
finalement qui vont nous rester sur les bras parce que ça porte bien de son nom, c'est un effet de mode. Ça aura duré 2 mois, j'en ai commandé 500, j'en ai vendu 50. Et là, une fois que l'effet de mode est passé, difficile de s'en débarrasser. Lotte propose ensuite une gamme de prix ouverte. Attention, ce qui est important dans ce critère, c'est adapter à sa stratégie, ses produits et sa clientèle. Coefficient 1, toujours non rattrapable. Et effectivement, l'important, c'est de répondre à la stratégie fixée. Donc, quand on parle de gamme de prix ouverte, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit avoir absolument tous les prix de 10 centimes pour un bonbon à 100 € pour une jolie assiette qui a été faite à la main. Le but, c'est de répondre à la stratégie définie par l'Office de tourisme. En fait, l'Office a fait un choix en se positionnant sur une clientèle. Pourquoi pas une clientèle haut de gamme? Parce qu'effectivement, celle-ci représente peut-être la majorité de votre clientèle. Mais le fait d'avoir défini cette stratégie de clientèle haut de gamme vous permet de justifier la présentation et l'affichage de produits de qualité à des prix élevés. Le tout, c'est de pouvoir expliquer effectivement à l'auditeur que ça fait partie de votre stratégie et qu'effectivement, ça correspond à votre clientèle. Ça, c'est important. On ne va pas forcément... on va sortir un petit peu du cadre, on va prendre un hôtel 5 étoiles. Dans un hôtel 5 étoiles, on ne va pas forcément toujours rechercher le petit porte-clés ou le petit autocollant. On va plutôt rechercher la jolie vaisselle avec les dorures, avec le nom de l'hôtel pour se souvenir qu'on y a séjourné, à des prix qui vont être beaucoup plus élevés, mais tout simplement parce que la clientèle peut se le permettre. À l'inverse, bien évidemment, si vous avez une clientèle plutôt, entre guillemets, populaire, sans que le terme soit négatif, c'est-à-dire qu'on va effectivement tabler plutôt sur des prix plus traditionnels avec un éventail, là, pour le coup, pour des personnes qui veulent se faire plaisir de manière ponctuelle, ne pas vouloir dire, par exemple, non à son enfant pour lui offrir un petit cadeau, et qui est capable aussi de mettre un petit peu plus pour ramener des souvenirs un peu plus durables. Donc ça, c'est assez intéressant, effectivement, de travailler sur cette stratégie client qui est vraiment importante et qu'il faut vraiment prendre en compte. Le plaisir ultime, le paquet cadeau. Une fois que vous avez acheté vos souvenirs, vous aimez bien aussi, souvent, si vous vous mettez à la place, quand vous-même vous êtes effectivement touriste, c'est toujours agréable de pouvoir ramener un petit cadeau et que celui-ci soit effectivement valorisé, c'est-à-dire qu'il soit mis quand même en valeur. Donc, on est sur un coefficient 1 qui va être non rattrapable. Et l'objectif, c'est de proposer tout simplement un papier cadeau si l'objet est à offrir. Donc, que va faire l'auditeur? Il ne va pas toujours vous demander un papier cadeau parce qu'en général, quand il vous demande un papier cadeau, vous l'avez repéré. En général, c'est souvent louche. Donc, il va rarement vous le demander. Mais en revanche, au moment du débriefing, il va vous demander effectivement de lui montrer si vous avez du papier cadeau. Là, on a plusieurs solutions. On a effectivement le papier cadeau traditionnel. Pourquoi pas? Celui-ci, par exemple, que je vous ai mis en photo, il est en plus personnalisable. Vous pourriez, par exemple, mettre le nom, effectivement, de l'office. Vous pouvez avoir tout simplement des pochettes craft, mais qui vont être effectivement logotées, là encore, au nom de l'office. Et pourquoi pas, si on est vraiment sur des budgets un petit peu réduits, simplement un petit autocollant. Vous allez avoir finalement des pochettes qui vont être toutes simples. Et quand vous allez refermer le paquet, vous allez venir mettre votre petit autocollant qui mentionne effectivement la destination, qui valorise effectivement ce côté de « je suis partie en voyage et je te ramène un souvenir ». Donc, il y en a pour tous les budgets, pour tous les savoir-faire. Il y en a qui me disent « mais moi, faire un papier cadeau, je vais me coincer les doigts plutôt que de faire un joli nœud ». On fait effectivement ce qui est possible. L'important, c'est, voilà, soit j'ai mon papier cadeau traditionnel, soit j'ai à minima, effectivement, sur le paquet, la mention de l'office de la destination. Donc, un critère assez, j'ai envie de dire, facile à obtenir, dans le sens où la manière de le mettre en place est extrêmement variée. Voilà, vous avez vraiment le champ libre. Le tout, c'est d'apporter satisfaction si on vous le demande.
toujours dans la qualité de la prestation. Les articles sont présentés sur du matériel adapté et mis en scène en fonction de l'animation de la saison. Coefficient 1, rattrapable, et l'objectif, c'est de mettre en valeur les objets présentés. Donc, en fait, dans l'office, qu'est-ce que cherchent les touristes? Avant tout, ils vous veulent vous, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ils veulent des informations, ils veulent des brochures, et éventuellement, effectivement, ils vont élargir sur la boutique. En fait, ils papillonnent. Ils ne cherchent rien en particulier. Hein. Quand ils viennent, la boutique, c'est le plus, en fait. Hein. Ils ne s'attendaient pas toujours à en trouver. Donc, le but, c'est d'attirer son attention et effectivement de provoquer l'acte d'achat. Donc, on doit être dans la séduction. On doit faire un peu rêver. Et pour ça, il faut comprendre qui sont nos touristes et justement, qu'est-ce qui les fait rêver. Ça va servir à mettre en place la scénarisation. Donc, la mise en place et l'animation de la boutique, c'est vraiment déterminant hein, dans vos ventes pour les réussir. Il va falloir réussir à imposer un style, une mise en scène, créer pourquoi pas un univers visuel et sensoriel, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, le toucher, l'odorat, ça fait vraiment partie des actes de vente. Et pensez tout simplement aux fêtes. Noël, la fête des mères, la fête des pères, Pâques, pourquoi pas. Les saisons, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Tout ça doit vous permettre de mettre en scène par quelques objets parfois de décoration, alors objets qui ne seront pas en vente hein, d'ailleurs, mais voilà, de mettre les petits sapins quand c'est le moment. Pour la fête des mères, pourquoi pas on reprend notre exemple des bougies, on prend des bougies, on fait justement un joli papier cadeau. Ça va donner effectivement envie une fois qu'on l'a en situation. Donc, ce sont des petits éléments comme ça où il faudrait à la limite que vous ayez des petites boîtes, voilà, une par saison, pourquoi pas. Et à chaque fois, dans ces petites boîtes, une petite décoration qui va être appropriée à l'automne, à l'hiver, au printemps ou à l'été. Le but, ce n'est pas non plus hein, de tout refaire, hein, mais simplement de venir un petit peu valoriser. Ce qui est important également en dehors de cette décoration, ça va être de mettre en avant les produits de manière peut-être un peu différente. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre en avant les mêmes produits en été et en hiver, tout simplement parce que la demande n'est pas la même en fonction de la saison et du coup du public que je peux accueillir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une boutique, ça vit. Les produits doivent vraiment tourner. Voilà. Donc, dans un office, on a tendance à dire que, allez, une fois tous les 3-4 jours, et c'est déjà beaucoup, hein, il faudrait réussir à faire un peu tourner les produits, tout simplement pour que les personnes qui sont venues, par exemple, vous voir le samedi, quand elles reviennent le mercredi pour des informations complémentaires, eh ben, les choses aient un petit peu changé, un petit peu évolué, et que ça lui donne envie de découvrir les choses autrement. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont, par exemple, abonnés à la vente privée. Moi, je le suis, et je me fais avoir à tous les coups. Sur vente privée, par exemple, vous avez des petites images qui vont représenter en fait la vente. Et bien, si vous regardez bien, ces images, tous les 3-4 jours, elles changent. Et ils vont mettre en valeur la même vente avec une image différente. Ben, vous pouvez être sûr qu'une fois sur deux, je clique dessus alors que j'avais déjà cliqué 3 jours avant. Mais la photo me parle et me donne envie de recliquer à nouveau. Ce n'est pas pour ça que ça va toujours marcher, que ça va me faire acheter. Mais voilà, changer ces visuels, c'est important, ça fait partie de la mise en scène et ça donne effectivement envie tout simplement au visiteur. Il a l'impression qu'il y a de la nouveauté et ça lui donne envie d'aller un petit peu voir ce qui se passe. Donc, attention, il faut que ça reste raisonnable par rapport à toutes les autres missions, bien évidemment, hein, que vous avez. Donc, le but, ça n'est pas non plus hein, de changer absolument toute la boutique tous les 3-4 jours, mais simplement les quelques corners extrêmement importants pour vous, ceux, comme on disait tout à l'heure, hein, les fameuses zones chaudes qui vont permettre vraiment de vendre. Mettre en éveil les 5 sens, vous avez vu, on en a parlé un petit peu au fur et à mesure, hein, c'est-à-dire que le but, c'est de lui donner envie d'acheter. La vue, on va utiliser les couleurs, par exemple, pour délimiter les différentes zones. Si vous, par exemple, vous n'avez qu'un seul linéaire, hein, ce qui peut arriver dans les offices, pour essayer de couper, de délimiter les zones, on va par exemple utiliser effectivement des couleurs. On va mettre la même couleur pour séparer les zones. La musique d'ambiance, ça c'est important dans une boutique, hein, avoir une petite musique qui soit aussi, pourquoi pas, adaptée à la saison. En ce moment, pourquoi pas des petites musiques de Noël.
mais il ne faut pas que ce soit envahissant. C'est-à-dire, il faut que ça vous permette quand même de continuer à être dans l'échange. Hein. L'échange au niveau de la boutique, mais aussi, il faut y penser, l'échange au niveau de l'accueil. Donc, il faut vraiment que ce soit une musique de fond, juste qui vienne comme ça mettre un petit peu l'ambiance. Le toucher, ça va souvent permettre, effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, de déclencher un acte d'achat. L'odorat, à utiliser quand même avec prudence l'odorat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ça envahisse tout le magasin, que toutes les odeurs, effectivement, se mélangent, parce que là, par contre, c'est plutôt mal de tête assuré et on n'a qu'une envie, c'est de sortir. Donc, attention, l'odorat, malgré tout, à utiliser avec prudence. Et bien évidemment, le goût. Alors ça, c'est ma partie préférée hein, quand je viens. Les fameuses petites dégustations qui font toujours plaisir et qui permettent voilà, vraiment de valoriser. Donc, toujours pareil, le but, il est unique, c'est de donner envie d'acheter, voire même plus, hein, pourquoi pas. Donc, par exemple, il vient pour un mug. J'ai un fabricant de thé d'infusion sur ma commune. Bah, tout simplement, à côté des mugs, je vais mettre les infusions. C'est aussi bête que ça, ce qu'on appelle les fameuses ventes complémentaires. En fait, à travers votre aménagement, vous allez lui raconter une histoire. Et si l'histoire en plus le touche, vous êtes quasiment sûr effectivement d'effectuer la vente. Nous sortons de la qualité de la prestation et on en arrive au savoir-faire et savoir-être. Alors, chose que vous savez tous faire, mais qu'il va falloir effectivement réussir à retranscrire au niveau de la boutique. Premier critère, le personnel est aimable, disponible, attentif aux besoins de la clientèle. Il est capable d'apporter des renseignements sur les produits proposés. Nous sommes sur un coefficient 3 qui est non rattrapable. Vous savez que de toute manière, dans qualité tourisme, tout ce qui est savoir-être et savoir-faire n'est pas rattrapable, puisque ça nécessite réellement d'être sur place et de faire l'audit. L'objectif, c'est d'apporter l'information la plus précise possible sur les articles que vous avez en vente. Alors, vous avez vu qu'on a parlé beaucoup quand même d'aménagement de la boutique. Pourquoi on a passé autant de temps là-dessus? Parce qu'on a tendance à dire qu'un magasin, une boutique, c'est quelque chose de muet, c'est un vendeur muet. Pourquoi on dit ça? On dit ça tout simplement parce que si déjà le magasin, la boutique est bien achalandée, ben on a réalisé 50% de la vente. En fait, le magasin, la boutique, ça vend tout seul. Vous avez d'ailleurs des magasins où on n'a pas de vendeur, et pourtant ça marche. Mais en office de tourisme, on a quand même une qualité, un avantage qui est indéniable, c'est qu'on a les conseillers en séjour. Et effectivement, 50% du magasin vend et les 50% restants, c'est vraiment le conseiller qui va effectuer cette vente. Donc, comment ça se passe au niveau de l'audit? L'auditeur va vous poser une question sur un, voire plusieurs produits, en fonction de la manière dont vous allez lui présenter les choses. L'accent, là, est réellement mis sur le conseil qui va être apporté et encore faut-il qu'il soit assez personnalisé. C'est vraiment une bonne chose d'avoir mis en avant comme ça cette partie de la vente. Ça implique, par contre, une très bonne connaissance des produits et des fournisseurs que vous avez. Par exemple, quand je vais dans un office en bord de mer, spécialisé par exemple beaucoup d'huîtres, et que je vais poser des questions sur des produits très typiques qui contiennent de l'huître, et que la personne en face de moi n'est pas capable de me répondre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de me dire à peu près quel goût ça a, est-ce que c'est fort, est-ce que c'est très salé, avec quoi je peux le marier pour un repas. Si je n'ai pas ces réponses à ces produits-là, je ne vais pas acheter parce que je reste effectivement dans l'inconnu sur des produits très spécifiques que je ne connais pas, qui parfois, malgré tout, il faut l'avouer, coûtent un certain prix. Et donc, je ne vais pas forcément me lancer dans l'aventure si derrière, je ne suis pas rassurée effectivement par le vendeur. Donc, il est indispensable que vous connaissiez parfaitement vos produits, que vous ayez un argumentaire sur chacun d'eux. Pourquoi pas même, si vous en avez beaucoup et que c'est peut-être un peu difficile de tout retenir, d'avoir des fiches auxquelles pouvoir vous référer effectivement à un moment donné si le client a la question piège, la question à laquelle vous ne vous souvenez pas, mais vous aurez la fiche pour vous appuyer et pour pouvoir donner l'information. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi pas programmer, et je pense que ça, c'est vraiment essentiel, des formations internes
au niveau de la boutique pour être incollable sur vos produits. Pour tout ce qui va être produits locaux de dégustation, c'est bien justement de faire une petite dégustation en interne, d'ouvrir un pot, que tout le monde y goûte, que tout le monde sache effectivement de quoi on parle. C'est un petit peu ce qui se fait dans les restaurants, hein, où quand on ouvre un restaurant, on va convier tout le monde et on va faire une vraie dégustation de l'ensemble des plats pour pouvoir créer des argumentaires et derrière avoir tous les adjectifs qualificatifs nécessaires pour pouvoir mettre en valeur et vendre le produit. Jamais dire « je ne sais pas ». Il faut vraiment réussir à leur trouver l'information, sinon vous allez rater la vente. Savoir-faire et savoir-être toujours, coefficient 3 non rattrapable, répondre aux clients en a minima une langue étrangère. Ça, en général, c'est quelque chose que vous allez pouvoir facilement remplir. Nous en avons un autre, toujours en savoir-faire et savoir-être, qui est cette fois-ci de répondre, mais en 2 langues étrangères. OK ? Toujours pareil, coefficient 3 non rattrapable. Celui-ci, en revanche, c'est ce que l'on appelle un critère bonus. Donc, pour vous remémorer, pour ceux qui auraient oublié, le fameux critère bonus, c'est celui que l'on va pouvoir noter en non mesuré et qui ne sera pas sanctionnable finalement dans votre note. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si le critère finalement n'existait pas. D'accord ? Donc, une langue, c'est obligatoire pour la boutique. La deuxième, on va dire entre guillemets qu'elle est facultative, mais attention, malgré tout, hein, par rapport à la clientèle que vous êtes susceptible de recevoir, il peut être très important d'avoir cette deuxième langue. Sachez toutefois que si la personne à la boutique ne maîtrise qu'une seule langue et qu'il est possible d'aller chercher un collègue qui va maîtriser cette deuxième langue, mais qui maîtrise aussi, bien évidemment, les aspects de la boutique, hein, du coup, on pourra effectivement compléter également ce critère. Donc, ce n'est pas forcément la personne à la boutique hein, qui doit parler, mais on doit pouvoir au moins faire appel à quelqu'un qui va nous aider. Le personnel, au moins un permanent, est formé à l'aménagement des vitrines ainsi qu'à l'approvisionnement et aux relations avec les fournisseurs. Donc là, le but, c'est effectivement d'avoir suivi une formation hein, pour mettre en avant les vitrines de l'office et entretenir les relations avec les fournisseurs. Faites vraiment attention à une chose, la rupture de stock. Si vous êtes sur des produits à forte valeur ajoutée, où vous savez que vous avez beaucoup de demandes, soyez extrêmement vigilants à ne pas avoir de rupture de stock. Là, c'est à coup sûr la déception effectivement du client. Et si on avait pu faire des ventes additionnelles, bah là, on va tout rater. Si le produit principal n'y est pas, on ne pourra pas faire d'autres ventes. Donc, soyez vraiment vigilants là-dessus. Au niveau effectivement de l'audit, on va vous demander hein, de nous prouver que cette formation a été faite et à quelle date. C'est vraiment une formation intéressante qui va vraiment, on est sur effectivement un web séminaire d'1 heure, qui va vraiment approfondir tous les sujets dont on parle aujourd'hui, toutes les petites astuces, toutes les techniques à mettre en place pour définir les besoins des clients, pour valoriser les produits, pour valoriser l'aménagement de la boutique. Dans ces formations-là, vous avez tous les trucs et astuces pour aller vraiment beaucoup plus loin dans la mise en avant de votre boutique. Ensuite, nous avons l'information et la communication. L'hôtel disposant d'un site internet présente l'espace boutique, effectivement, coefficient 1 rattrapable. Faire savoir sur le site internet que l'office dispose d'une boutique. Donc, chose importante à comprendre, il s'agit de présenter à minima l'existence d'une boutique au sein de l'office ou du BIT, hein, et pas nécessairement l'exhaustivité des produits en vente en ligne. Hein. Donc, ça peut être tout simplement bienvenue dans notre boutique, ouverte de telle heure à telle heure, moyen de paiement accepté. Et ce qui est bien en général, ce sont des visuels, avoir effectivement des photos, des produits que vous avez effectivement en vente. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on fait une vente en ligne et que tous les produits sont effectivement mentionnés. D'accord ? C'est simplement faire savoir aux visiteurs que vous avez une boutique au sein de l'office. Malgré tout, effectivement, il faut y songer. La vente en ligne, c'est aussi une solution qui va présenter des avantages, hein, mais effectivement qui impose aussi une préparation assez minutieuse.
Il va falloir avoir un logiciel approprié, animer le site de manière régulière, avoir plusieurs référencements. Il ne faut pas se contenter de 3 ou 4 articles. Organiser toute la logistique. Donc, c'est encore autre chose. C'est encore un autre métier. Donc, bien réfléchir avant de lancer effectivement une vraie boutique en ligne, pour le coup. Sur la boutique, autre élément important, les moyens de paiement. Les moyens de paiement sont affichés en évidence à l'intérieur de l'office, coefficient 3, rattrapable. Et l'objectif, c'est de faire savoir aux clients les moyens de paiement acceptés. Donc, je vous ai mis un logotype. N'oubliez pas, hein, aujourd'hui, on a aussi ce fameux sans contact. En général, c'est le petit picto qu'on oublie un petit peu. Voilà, il est vraiment recommandé d'afficher l'ensemble des moyens de paiement. Au niveau de la boutique, vous voyez qu'il est marqué à l'intérieur de l'office. Toutefois, n'oubliez pas qu'au niveau des affichages extérieurs, on nous demande aussi l'affichage des moyens de paiement. Donc, il ne faudra pas omettre d'ajouter également à l'extérieur les moyens de paiement que vous acceptez au niveau de la boutique. Ces moyens de paiement, c'est le cas sur certains offices, peuvent être différents en fonction des caisses. On va avoir une caisse, par exemple, pour la billetterie, une caisse pour la boutique. Et entre l'un et l'autre, on ne va pas toujours adopter les mêmes moyens de paiement. Donc là aussi, faites attention, si c'est votre cas, à bien différencier l'information pour qu'il ne puisse pas y avoir de problématiques à ce niveau-là. Les fameux critères, donc non audités en client mystère, mais qui le seront en audit complet. L'OT formalise une stratégie de développement de boutique et une politique de choix des produits. Donc, en gros, est-ce que vous choisissez de mettre en avant le territoire, toute la région? Est-ce que vous suivez une certaine éthique? Est-ce que vous n'allez que vers de l'artisanat local? Voilà, c'est vraiment à vous de définir un petit peu cette stratégie. Attention, si vous avez plusieurs bureaux, elle doit effectivement être orientée vers tous les bureaux. Ça, c'est important, hein. Les modalités de vente ont été définies. On va essayer d'identifier le besoin, d'adapter effectivement les conseils, donc notre fameux argumentaire de vente qui nous permettra derrière de réaliser effectivement les ventes. L'appareil, il va falloir le développer sur l'ensemble des BIT qui vont disposer d'une boutique, hein, bien évidemment. Ça peut prendre différentes formes, hein, cette formalisation. Ça peut être juste une note interne, ça peut être une procédure, une fiche d'instruction, peu importe. Le tout, c'est que, j'ai envie de dire, ça fonctionne et que ce soit compris par l'ensemble du personnel qui va être concerné. L'OT dispose d'un outil de gestion de stock. Alors, je vous rassure tout de suite, on n'est pas obligé de se fournir auprès d'un logiciel qui va nous coûter tous les mois. Voilà. Ça peut être tout simplement un tableur Excel. Mais effectivement, il faut que l'on puisse avoir un minimum, un suivi, notamment, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour essayer d'éviter à tout prix les fameuses ruptures de stock. Donc, qu'ils puissent définir un seuil d'alerte. Et on sait qu'à un moment donné, là, voilà, il ne faut plus que j'attende, il faut vraiment que je passe commande de la suite des produits. Ce qu'on vous demande également de faire, c'est à minima un inventaire par an. C'est vraiment le minimum. Donc, vous êtes complètement libre, logiciel dédié, tableur Excel, à vous de définir l'outil qui vous paraît le plus pertinent et qui, bien évidemment, sera aussi le plus adapté à la boutique, hein. Il est évident que quand on a, par exemple, une centaine d'articles, le tableur Excel, ça va commencer à être compliqué à tenir à jour, hein. Et ensuite, une analyse globale des ventes est effectuée au minimum une fois par an. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, attention, le but, c'est de faire plaisir aux visiteurs et pas toujours de se faire plaisir. Des fois, on a tendance à prendre des produits parce qu'on se dit, ah oui, ça c'est bien. Et finalement, quand vous allez faire cette fameuse analyse des ventes, vous allez vous rendre compte qu'il y a des produits qui pourtant vous plaisent, mais ne se vendent pas. Et là, il va falloir réfléchir pourquoi. Est-ce que ça ne se vend pas tout simplement parce que c'est peut-être mal placé, hein, dans l'office et que peut-être en le bougeant, en le mettant dans ce qu'on appelle ces fameuses zones chaudes, beaucoup plus visuelles, on va le vendre un petit peu plus, ou tout simplement, il faut avouer parfois qu'on s'est trompé. C'est-à-dire, est-ce que je n'ai pas fait une erreur? Finalement, ce produit-là, ça ne fonctionne pas, je le retire de la vente. C'est aussi simple que ça. Il faut savoir toujours, hein, et ça, Dieu sait que vous avez l'habitude,
il faut toujours savoir se remettre en question et redéfinir un petit peu comme ça ses objectifs. Donc, l'analyse globale vous permettra cette remise en question. Si on devait retenir quelque chose, c'est les 5 P. Alors, les 5 P de Kepner. C'est quoi les 5 B? Les 5 B, c'est le bon produit. Les produits leaders, les produits tendances, il ne faut pas les rater, ces produits-là. Au bon endroit, est-ce que je le mets en zone chaude, en zone froide? Toujours les produits que je vais essayer de vendre le plus, toujours au niveau des yeux, hein, n'oubliez pas, hein, on est sur quelque chose de très visuel. On va rassembler les produits en fonction de leurs caractéristiques, comme je vous avais dit tout à l'heure. On va mettre le thé à côté des mugs, par exemple. En bonne quantité, éviter les ruptures pour ne pas décevoir. Au bon moment, en fonction de la saison, vous vous souvenez, je vous ai dit, on ne va pas forcément mettre les mêmes produits en avant, voire même certains, je vais carrément les ranger en réserve et ne les ressortir que plus tard. Et au bon client, le rapport qualité-prix va être extrêmement important. Donc, soyez attentifs au comportement effectivement de vos touristes. J'ai envie de dire que ces réponses-là, vous les avez déjà plus ou moins. Soyez vraiment dans l'observation. Vous les écoutez, vous les connaissez, vous les voyez agir. Continuez à les observer un petit peu, mais cette fois-ci avec cet esprit d'analyse. Voilà. Comment je vais utiliser toutes mes observations pour essayer d'avoir une boutique qui soit effectivement la plus vendeuse possible, en fait. Mettre en scène les produits, séduire, connaître ses articles, tenir compte de la saison. Ce sont vraiment les éléments clés qui vous permettront d'avoir une boutique qui sera effectivement à la hauteur. Vous l'avez vu, au niveau des critères, on est sur des choses qui sont quand même, j'ai envie de dire, pleines de bon sens, d'accord? Avec bien évidemment quelques techniques de vente à mettre en place, aller plus loin par rapport à cette fameuse formation effectivement que doit avoir l'une des personnes de l'office qui soit permanente et qui sera capable de conseiller l'ensemble des BIT. Attention, ce n'est pas forcément une personne par BIT, hein, si vous en avez plusieurs, mais une personne qui va se charger de l'ensemble effectivement des boutiques. Ça, c'est vraiment important pour vous permettre d'aller plus loin. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire effectivement sur la boutique et sur Qualité Tourisme. J'espère que déjà ça vous rassure. Voilà, c'est tout à fait faisable. Les objectifs peuvent être atteints. Et vous pouvez même, si vous vous prenez au jeu, aller encore plus loin. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera en tout cas cette envie-là. Et je ne sais pas, Véronique, si nous avons du coup peut-être des questions. Écoute, non, donc ça a été très clair, vraiment tout ce que tu as pu nous préciser par rapport au référentiel. Donc, c'est vraiment, ça correspond vraiment à tout ce qu'attendaient donc les personnes. Bien évidemment, ce support sera à votre disposition sur le site du CRT. Donc, Olivia me le communique dès la fin de la prestation. Bien évidemment, cette partie boutique est la partie quand même la plus structurée avec la commercialisation sur le référentiel. Donc, tout ce que tu as balayé, tout ce que tu as présenté, c'est vraiment donc des bons tuyaux, hein, comme je dis souvent, mais c'est avant tout du bon sens. Donc, vraiment, j'ai énormément apprécié le contenu de ton intervention. Tu as bien fait de rappeler cette notion en tout début, le nombre d'articles, le moins de 20 références, parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Donc, ça, je le remettrai vraiment en exergue. J'ai moins de 20 références. Je ne suis pas soumis à l'audit sur la boutique. Après, donc, c'est très intéressant de voir tout ça. Est-ce que tu pourras nous communiquer tes bonnes boutiques, hein? Tu vois, on a vu plusieurs images dans ton PowerPoint. Les exemples, tu vois, sur le cheminement, sur le parcours visiteur. Donc ça, ce sont des choses qui sont vraiment très intéressantes par rapport à tout ce que l'on fait sur la boutique. C'est vraiment des bonnes idées, des bons tuyaux. En tout cas, Olivia, c'est vraiment très appréciable donc d'avoir tous ces éléments. Je te remercie infiniment. Comme je le vois dans le chat, c'est très clair, c'est très complet. Merci beaucoup. Et puis, je souhaite à tout le monde d'excellentes fêtes de fin d'année. Surtout, prenez soin de vous,
surtout, faites très attention. Mais bon, voilà, on sera toujours là par rapport à cette qualité. Je vous souhaite le meilleur et puis on se retrouve de toute façon très rapidement en début d'année. Voilà, merci à Merci tous beaucoup et bonne et fête à à très, très tous. bientôt. Au revoir.